Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un peu d'histoire et à la suite d'Albert Camus, nous intéresser à un empereur romain, c'est-à-dire Caligula. Nous allons nous demander si Caligula était un tyran et puis vous allez voir qu'en fait la réponse va venir assez rapidement. Alors, pour comprendre qui est Caligula et pourquoi il a intéressé Camus, il nous faut tout d'abord comprendre d'où il vient. Voici donc l'arbre généalogique de sa famille, la dynastie des Julio-Claudiens. Comme vous pouvez le constater, celle-ci tire son nom d'un ancêtre prestigieux que vous connaissez tous, c'est-à-dire Jules César. Je lui ai mis une très jolie couronne de laurier, car Jules César n'a jamais été empereur. Il était imperator, c'est-à-dire général, chef de guerre, triomphant, mais il n'a jamais été empereur. Je vous ai mis en rouge les empereurs, ceux qui ont réellement régné sous ce titre, en bleu les personnes qui assurent la continuité dynastique, et en jaune les parents de notre empereur à nous, c'est-à-dire Caligula. Normalement, vous devriez pouvoir suivre. Alors, les Romains fonctionnent beaucoup par adoption. Quand ils ont besoin d'un fils et qu'ils n'en ont pas sous la main, ils en adoptent. Auguste lui-même avait été adopté par son grand-oncle Jules César. Pour les empereurs, j'ai matérialisé l'adoption par des traits rouges. Vous voyez donc que Auguste a adopté son beau-fils, le fils de sa deuxième épouse, Tibère, et que Tibère lui-même a adopté son neveu, Germanicus. Il adoptera même le fils de Germanicus, c'est-à-dire son petit-neveu, et puis du coup son petit-fils, Caligula. Vous voyez donc, premier empereur Auguste, deuxième empereur Tibère, troisième empereur Caligula. Voici donc les parents de Caligula, Germanicus et Agrippine l'aînée. Entre eux, vous voyez un de leurs fils, Caligula, devenu empereur, et leurs 3 filles que leur frère a tenu à honorer en les faisant figurer au verso de ce sesterce, c'est-à-dire cette pièce romaine. Et voici notre empereur. De son vrai nom, Caius Iulius Caesar Germanicus. Vous pouvez constater que sa titulature reprend à la fois le nom de son illustre ancêtre, Jules César, et le nom de son père, Germanicus. Il naît 5e garçon d'une famille nombreuse, puisque 3 sœurs viendront après lui. Sa mère suit son mari dans ses affectations, avec toute la famille, donc les enfants sont élevés dans les camps militaires. Le petit Caligula est élevé au milieu des soldats qui adorent son père Germanicus, leur impérator. Pour l'honorer, ceux-ci lui offrent un équipement de soldat complet à sa taille, donc un équipement de soldat pour petits garçons. C'est d'une partie de cet équipement, les Caligae, que l'enfant hérite son surnom, Caligula. Caligula, ça veut dire petite sandale, donc en fait il s'appelle Sandalette. Vous comprenez mieux que ce surnom lui est moins plu en grandissant. Il passe donc une enfance heureuse et protégée, qui se termine brutalement, malheureusement très tôt, quand Germanicus meurt, lors d'un voyage en Asie, précisément à Antioche, capitale à l'époque de la province de Syrie et aujourd'hui en Turquie. Caligula a 7 ans et son monde s'écroule. En effet, Germanicus était le futur empereur, l'impérator adoré de ses soldats. Donc un personnage marquant, impressionnant. Vous voyez sur ce tableau le désarroi à la fois de sa femme, de sa famille, il y a des enfants qui grouillent partout, et de l'armée au moment de la mort de Germanicus. Sa femme Agrippine crie à l'assassinat. Dans sa folie, elle accuse même Tibère lui-même. En fait, cette accusation est très peu fondée, car Tibère avait adopté Germanicus, il voulait lui, comme successeur, mais ça arrangeait beaucoup de monde à Rome, car la cruauté et l'arbitraire de Tibère pesaient de plus en plus à la population. Évidemment, devant cette accusation, l'empereur se fâche, et il purge la famille, c'est-à-dire qu'il exile et fait mourir Agrippine et ses fils aînés. Seul Caligula, qui est encore petit, et ses sœurs sont épargnés. Ils sont donc élevés par leur grand-mère, puis par Tibère lui-même.
L'enfant apprend alors l'intérêt de l'hypocrisie et de la flatterie qui sont devenus indispensables à sa survie. Du coup, il grandit dans cette cour impériale et parvient à se faire tellement bien voir de son grand-père que celui-ci le désigne avec un autre petit-fils, Gemellus, comme son successeur. Quand Tibère meurt, en 37, Caligula a 25 ans. Le peuple est ravi d'avoir 2 empereurs jeunes et aimables pour succéder au vieillard despotique qu'était Tibère. Voici ce qu'en dit Suétone, un biographe romain qui pourtant n'est pas tendre avec les Julio-Claudiens d'habitude. Je vous lis. En montant ainsi sur le trône, il combla les vœux du peuple romain, ou plutôt de l'univers. Il était cher aux provinces et aux armées qui l'avaient vu enfant, et cher à tous les habitants de Rome, qui honoraient en lui le fils de Germanicus et plaignaient les malheurs d'une famille presque éteinte. Aussi, dès qu'il sortit de Misène, quoiqu'il suivît le convoi de Tibère en habit de deuil, il s'avança au milieu des autels, des victimes et des flambeaux, escorté d'une foule immense et remplie d'allégresse qui se pressait à sa rencontre. Tous lui donnaient les noms les plus flatteurs et l'appelaient leur astre, leur petit, leur élève, leur nourrisson. Vous voyez donc que le peuple romain est enthousiaste au moment de l'avènement de Caligula. Son règne commence fort bien. Il fait des bonnes réformes. Il interdit la délation, il interdit les procès pour trahison, il remet des personnes qui avaient été persécutées par Tibère dans leur fortune, mais cela ne dure pas. Au bout de 6 mois, Caligula tombe gravement malade. On craint pour sa vie. Le peuple prie les dieux. Un noble romain offre même sa vie en échange de l'empereur s'il est sauvé. Miraculeusement, Caligula survit, mais sa maladie l'a beaucoup changé. Il commence par exiger de l'homme qui avait offert sa vie en échange de la sienne qu'il tienne parole. Évidemment, c'est le genre de parole qu'on dit comme ça, on n'a pas trop l'intention de les tenir. Il se saisit donc de l'homme en question et va le jeter du haut de la roche tarpéienne, dans le vide. À partir de là, tout s'emballe. Il sombre dans la démesure, que ce soit dans ses affections, par exemple pour ses sœurs et notamment sa sœur Drusilla, qui malheureusement meurt très jeune et dont la mort précipite Caligula dans la folie. Il en fait une déesse, comme vous le voyez sur cette inscription. Vous voyez le nom Drusillae, qui est précédé du nom Divae, c'est-à-dire la divine Drusilla. Il exige qu'on lui rende un culte. D'un autre côté, il sombre dans une paranoïa aiguë qui le conduit à faire mourir son co-empereur, Gemellus, vous vous souvenez qu'il avait été nommé empereur avec un de ses cousins, et aussi celui qui l'a en partie élevé et mis sur le trône, le préfet du prétoire Macron, qu'il force à se suicider. Les 4 années suivantes, Caligula donne sa pleine mesure. Ça y est, le tyran est en place. Si je vous rappelle les 3 critères qui ont été donnés par Madame Richard-Olivier qui définit ce tyran, vous allez voir qu'il s'est appliqué. Tout d'abord, l'arbitraire. C'est-à-dire, je vous rappelle, le fait de considérer que son avis, son bon plaisir à soi, prime sur l'opinion commune, voire sur la loi. Caligula se marie, divorce, se remarie, se divorce. Ça n'est pas rare à Rome. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'il divorce aussi de force les femmes qui lui plaisent. Voire même qu'il commet l'adultère si les maris refusent de divorcer. D'autre part, il se plaît à humilier les sénateurs, c'est-à-dire les membres du gouvernement. Tout ce qui peut lui passer par la tête pour humilier les sénateurs est bon. Par exemple, il leur demande, en pleine séance du gouvernement, de lui baiser les pieds. Il les traite d'incapables, dit qu'ils sont totalement idiots et pas capables de gouverner correctement, et que même d'ailleurs, son cheval préféré, Incitatus, gouvernerait mieux qu'eux. Du coup, il nomme son cheval sénateur. Ce cheval, qui était donc son favori, avait déjà une très belle écurie rien que pour lui, en marbre, avec une mangeoire en ivoire, des colliers de pierres précieuses, et il avait même toute une troupe d'esclaves qui étaient dévolus à son seul service. Ensuite, le goût de l'argent.
Arrivé au pouvoir, il se déclare pauvre et il oblige tous les Romains à lui verser des étrennes pour le premier de l'an. Il lève de nombreux impôts et taxe tout ce qui peut être taxé. Il se fait également nommer héritier des riches citoyens pour pouvoir récupérer leur argent et organise des ventes publiques des biens des gens qu'il a fait condamner de manière à faire monter les enchères et à récupérer l'argent. Il fait aussi vendre aux enchères ce qui reste après les spectacles. Par exemple, il fait vendre les lions ou les gladiateurs qui ont survécu au combat. D'autre part, il développe un goût du luxe, comme vous avez pu le voir avec son cheval Incitatus, qui l'amène à se désaltérer en buvant des perles dissoutes dans du vinaigre et à faire orner de pierres précieuses les bateaux dont il se sert pour se promener le long des côtes. Enfin, comble d'ignominie, il ouvre un lupanar au Palatin, c'est-à-dire qu'il fait venir des prostituées qui doivent travailler dans son palais et lui reverser l'argent de leur travail. Enfin, dernier critère du tyran, l'usage irraisonné de la violence. Alors ça, c'est sa grande spécialité. Il massacre les condamnés par prison entière. C'est-à-dire que quand il faut nommer des gens pour être suppliciés, il va les choisir en prison. Et puis s'il n'arrive pas à choisir, il dit dans ces cas-là, hop, on massacre tout le monde. Il jette des pères de famille honorables et même des patriciens, c'est-à-dire des nobles, à manger au lion dans les spectacles du cirque. Et même, il crée des émeutes populaires en annonçant des pénuries de blé, c'est-à-dire il dit aux gens qu'ils vont mourir de faim, juste pour voir les gens se battre et profiter du spectacle. Après toutes ces preuves de sa mégalomanie, c'est-à-dire sa folie des grandeurs, sa folie tout court d'ailleurs, il décide enfin d'atteindre le comble de la démesure en se faisant diviniser de son vivant. Vous le voyez sur l'image, trôné entre les statues de Castor et Pollux, qui sont deux fils de Jupiter, en pleine ville de Rome. Alors, à Rome, les empereurs sont divinisés, mais après leur mort. Et dans les provinces, on rend un culte à leur génie. La nouveauté instaurée par Caligula, c'est que lui, il se fait construire son temple de son vivant dans Rome même, et il exige qu'un culte lui soit rendu en forçant les patriciens à devenir ses prêtres. D'autre part, il discute couramment avec la Lune, qui est donc une déesse, et il lui arrive de menacer directement Jupiter, qui est, comme vous le savez, le roi des dieux pour la religion romaine. Tous ces événements ont bien sûr provoqué bien des mécontentements à Rome et beaucoup de conspirations qui généralement ont été punies par le massacre de tous les conjurés. L'une d'elles, cependant, réussit le 24 janvier 41 et Caligula meurt à 29 ans après un court règne de 4 ans de plus de 30 coups de glaive. Je vous laisse apprécier pleinement sa devise qui était « Oderint dum metuant », qu'il avait tirée d'une tragédie, donc c'est pas lui qui a inventé la phrase. Cela signifie qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent. Je vous laisse également réfléchir aux implications d'une deuxième citation que je vous ai mise. « J'aimerais que le peuple romain n'eût qu'un seul coup ». Vous pouvez maintenant réfléchir aux raisons qui ont fait choisir Caligula par Albert Camus pour donner un personnage de tyran. Je vous remercie et je vous retrouve bientôt pour parler justement du Caligula de Camus.